passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Je préfère avoir du temps avec Fanny Chaillet. Bonjour. Bonjour. Vous présentez Avignon, une école au cloître des Célestins du 10 au 12 juillet. 3 dates, mais 6 représentations, puisque vous jouez 2 fois par jour à 21h et à 23h59. Un projet qui prolonge votre geste de faire transmission et création. Vous avez créé cette nouvelle pièce avec les comédiens-comédiennes de la Manufacture Haute École des Arts de la Scène de Lausanne en Suisse. Un goût qui est né, je crois, avec le cœur et s'est poursuivi avec une autre histoire du théâtre. Peut-être commencer par revenir sur ces 2 projets et dire ce que cela a fait à votre pratique de vous confronter aux jeunes gens qui étaient les protagonistes de ce projet. Et exactement, ce projet s'origine dans Le Chœur au départ. C'est un projet, Le Chœur, qui est un talent Adami. Donc tous les ans, l'Adami convie des metteurs en scène à travailler avec des jeunes actrices qui sortent d'école supérieure d'art dramatique. Et donc il se trouve qu'à l'époque, je voulais travailler sur la choralité. Et donc j'ai fait ce premier grand projet en posant une question à ces jeunes gens qui était: quand est-ce que votre petite histoire a rencontré la grande histoire? Et ils se sont mis à me raconter plein d'histoires qui les concernaient, donc à inventer des récits de leur point de vue. Et en travaillant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient une toute petite connaissance de leur pratique artistique. Non pas qu'ils n'en savaient rien, mais en tous les cas, on leur avait toujours raconté l'histoire du théâtre, soit du point de vue des metteurs en scène, soit du point de vue des auteurs, mais jamais du point de vue des acteurs. Du coup, j'ai eu envie de faire une autre pièce avec eux, donc une deuxième pièce est née, qui s'appelait Une autre histoire du théâtre, où vraiment, je leur ai donné des cours théoriques sur l'histoire de leur pratique d'acteurs et d'actrices, et on a fabriqué un projet comme ça, où je leur ai demandé de ramener des scènes de théâtre qu'ils auraient rêvé de jouer, et le spectacle est un mélange entre des scènes qu'ils copient, et puis qu'ils commentent sur leur point de vue d'acteurs et d'actrices aujourd'hui. Quand l'école de la Manufacture à Lausanne m'a demandé de faire une pièce pour ces jeunes étudiants qui sortaient de l'école, cette idée est remontée et je me suis dit, ce qui m'avait un tout petit peu manqué dans l'histoire du théâtre, c'est qu'ils étaient 4. Là, ils étaient 15 et je me suis dit, waouh, je vais pouvoir vraiment traverser une autre histoire encore avec 15 personnes. Il fallait un socle commun pour ça et je me suis dit, tiens, les archives du Festival d'Avignon, je pense que c'est une bonne idée de travailler là-dessus. Voilà. Eh ben, on va écouter une première capsule pour introduire ce nouveau projet. Avignon. Ville la plus italienne de France, qui se prend pour la seconde Rome pour son histoire, pour Sienne pour sa collection de primitifs italiens, et Florence pour son goût de l'intrigue. La comparaison laisse, à vrai dire de marbre, les cités italiennes évoquées. Illumine l'actualité par son festival chaque été. Attendu, redouté et espéré comme la mousson. Pour le théâtre, il faut une discipline, il faut aimer, il faut comprendre. Alors, on a déjà de la peine à comprendre la vie. Une toute petite première capsule, Archives de France Culture, pour introduire donc ce nouveau projet Avignon, une école. En ouvrant la malle au trésor qui contient les archives du festival, vous prenez pour point de départ Avignon, non pas comme un simple festival, mais comme un lieu d'archives et de mémoire et d'histoire. Vous dites, comment vous avez procédé? Quelle méthode vous vous êtes imposée pour travailler cette matière très féconde qui est donc l'archive du festival? D'abord, depuis 2 ans, je lis que des livres sur le Festival d'Avignon. Après, je suis venue à la Maison Jean Villard beaucoup et j'ai regardé cette archive. En fait, je l'ai regardée et écoutée parce que toutes les premières archives, ce sont que des photos. Enfin, toute l'époque TNP, on a quasiment que des photos en noir et blanc. La grande chance qu'on a, c'est que ce sont des photos d'Agnès Varda, donc c'est souvent des très belles photos. Et puis, on a des enregistrements sonores. Et petit à petit, on a des images filmées, en couleur d'abord mais sans le son, puis après la Compagnie des Indes arrive très très tard pour filmer tous les spectacles du festival. Donc cette archive, ça c'était intéressant aussi dans le spectacle de la retraverser comme ça.
Et puis après, ce qui m'intéressait aussi, et là on vient d'entendre, ça m'émeut parce que c'est une archive qu'on copie dans le spectacle, la voix du petit monsieur là, qui est fossoyeur et qui donne son avis sur le Festival d'Avignon, c'est que le Festival d'Avignon, c'est à la fois une histoire des esthétiques et des formes, mais c'est aussi une histoire des spectateurs et des spectatrices, c'est une histoire de la critique, c'est une histoire des politiques culturelles françaises, donc c'est tout ça à la fois. Et pour moi, c'était important de travailler tout ça en même temps, en fait, et de ne pas juste se dire on copie des archives de spectacles. Il fallait aussi réécouter des voix, etc. Mais comment justement rendre l'histoire de ces 78 éditions qu'a connu le festival moins intimidante pour la porter sur scène par ces très jeunes gens? Alors d'abord, il faut aussi confronter. C'est-à-dire tous les matins, je donnais un cours théorique sur l'histoire du festival, donc je leur racontais ce qu'était ce festival. Et puis un truc rigolo, c'est qu'on s'est aperçu, enfin je leur ai dit, que très tôt, en tous les cas, Villard, quand il est arrivé, les gens sur scène, ils avaient leur âge. Et que Jeanne Moreau, elle avait 17 ans la première fois qu'elle fait la cour d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire ? On l'oublie, ça. Et ouais. Donc, et tous ces jeunes gens, je veux dire Alain Cuny, Sylvia Montfort, c'était des très jeunes gens. Donc, voilà, ça nous a beaucoup rassurés de savoir ça. Et voilà. Bon, je vais sauter une question pour avoir aussi le plaisir d'écouter la deuxième. Nouveaux incidents hier soir au Festival d'Avignon où le Living Theatre présentait Paradise Now. À l'ouverture des portes, il y eut déjà de nombreuses bousculades et une atmosphère électrisée planait sur le public quand a débuté la soirée. Descendant parmi les spectateurs, les acteurs américains les ont visiblement pris à partie. À un moment, vous allez le voir, quelques animateurs de ce spectacle surprenant se sont déshabillés et livrés à des gestes obscènes. Dans le public, des femmes étaient terrassées par des crises de nerfs. Des spectateurs ont quitté leur place en invectivant ceux qui paraissaient apprécier ce Paradise Now aux puissantes sonorités cacophoniques. Pendant ce temps, au dehors, de jeunes gens prétendaient entrer sans payer, mais Villard s'y opposait. Julien Bek et son égérie sont venus parlementer plus ou moins violemment. Un climat orageux, des affrontements entre spectateurs et acteurs autour d'une représentation, une nuit agitée pour la Cité des Papes, le Living et son paradis actuel, c'est ça. Alors, il faudra aller voir Avignon une école pour revoir ce que c'était le paradis actuel du Living Theatre. Fanny Chaillet, ce dialogue avec l'archive, avec le document, exprime une certaine subjectivité à l'œuvre et ne prétend pas raconter une histoire historique du festival. Mais on vient d'entendre là une archive parmi, j'imagine, bien d'autres que vous avez donc traversées, des chapitres qui ont inexorablement marqué la mémoire du festival. Est-ce que pour vous, il était impossible de faire l'impasse sur certains scandales, je mets beaucoup de guillemets, parce qu'il faut recontextualiser, certains scandales de l'histoire du festival? C'est-à-dire quand on traite une archive comme celle-ci, elle est, elle est pléthorique. Néanmoins, il y a quand même des choses qui ont vraiment marqué le festival. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est de demander à ces jeunes actrices de choisir dans l'archive ce qui les intéressait. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un premier grand choix. Mais ils sont allés chercher à l'intérieur de l'archive pour voir ce qui leur racontait quelque chose, parce qu'il ne s'agit pas, comme vous le dites, de faire un hommage, de rendre, même si dans le fond on rend quand même hommage au festival, mais de faire une hagiographie du festival. C'est plutôt de se dire que comment elle nous parle aujourd'hui, cette archive. Et effectivement, le Living parlait beaucoup aux jeunes actrices avec lesquelles je travaillais. Après, je ne sais pas comment dire, ça a opéré une révolution, mais c'est 68, quoi. Voilà. Donc, il y a des moments comme ça, c'est comme la messe pour le temps présent que vous avez mis quand je suis arrivée sur scène. Ça a été un moment historique et on ne pouvait pas faire sans ces moments-là. Alors après, je leur ai demandé de choisir dans l'archive, mais il y a des moments où j'ai dit, tous les matins, il va falloir apprendre la messe pour le temps présent, la danse de la messe pour le temps présent. Et c'était des incontournables, en fait, qu'il fallait traiter, me semble-t-il, parce qu'ils ont fait révolution, en fait. Et le Living, c'est la même. Alors évidemment, hier, là, on rejoue une scène du Living. Bon, il n'y a plus du tout des gens qui s'évanouissent dans la salle. Je ne suis pas du tout sûre, d'ailleurs, qu'à l'époque, ce se soit passé. Mais voilà. Mais en même temps, avec Avignon, une école, c'est comme si vous cherchiez aussi à interroger la place du Festival d'Avignon dans la mythologie personnelle de chacun en nous. Par exemple, pour ma part, je n'ai pas vu Isabelle Huppert jouant Médée dans les années 2000 à la Cour, mais en 2013, j'ai vu Cour d'honneur donc de Jérôme Bel à la Cour d'honneur, ce qui m'a permis de voir à la fois la réactivation du jeu d'Isabelle Huppert augmentée par le récit du médecin qui était de permanence ce soir où elle jouait. Dans ma mémoire, j'ai donc l'impression d'avoir créé le souvenir d'une Isabelle Huppert jouant Médée à la Cour, mais en même temps, avec votre spectacle, je me rajoute aussi des nouveaux souvenirs, en fait. Ouais, mais c'est beau, non? Ouais. Moi, en tous les cas, je trouvais ça intéressant pour ces jeunes acteurs et actrices de réinvestir ces archives et de les rejouer.
Et on voit bien, par exemple, ils ont pris beaucoup de plaisir à faire ça, faire Casares qui joue Médée dans une mise en scène de Lavelli. Ça reste d'une force incroyable, même si évidemment les voix ont vieilli, c'est plus le même rythme. Enfin, on pourrait plus le jouer comme ça probablement aujourd'hui, parce qu'on pourrait raconter l'histoire du festival ou l'histoire du théâtre même à travers l'histoire des voix. Oui. On voit bien qu'elles évoluent beaucoup, le rapport à la Au rapidité, bruitage. au bruitage, etc. Néanmoins, je crois qu'on touche quelque chose de l'archive si on la copie strictement. Ce qui était important pour moi, c'est qu'on ne se moque jamais des documents qu'on donnait à voir et qu'on le fasse le plus strictement possible. Justement, sur cette question, bon, on l'aura compris, par le corps, vous redonnez vie au document, le document qui soit sonore, visuel, textuel, centré sur la plasticité des mots et des corps. Votre travail se fonde sur la pratique du reenactment, la reconstitution, et dans la choralité dont vous parliez au début, qui reste un outil important dans votre démarche. Je me pose la question de rejouer. Est-ce copier? Est-ce imiter? Ça dépend des fois. D'abord, on fait une copie très stricte au départ pour vraiment comprendre le corps de l'actrice ou de l'acteur. Si on est un peu strict avec la copie, on arrive à rentrer dans une forme de physicalité qui probablement était la sienne. C'était très éloquent, par exemple, j'ai un souvenir comme ça sur la répétition de la scène du soulier de satin, où Martin a décidé de faire Didier Sandre et n'a pas du tout le corps de Didier Sandre. Enfin, je veux dire, c'est un acteur plutôt fin, etc. Il a vraiment fallu qu'on cherche les appuis physiques de Didier Sandre pour pouvoir retrouver cette qualité de voix-là dans la cour d'honneur. Enfin, vous voyez ce que donc ça implique vraiment un travail un peu strict de copie et de mise en corps, en fait. Et après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand même l'acteur rejoigne cette archive. Donc c'est un mélange des deux. Je crois que le truc qui marche, c'est quand on le fait sérieusement, en fait. C'est là où c'est beau, en fait. C'est qu'on voit quand même un acteur jouer à ça. Et c'est ça, évidemment, que vous n'allez pas voir Didier Sandre quand vous viendrez voir le spectacle. Néanmoins, vous allez vous approcher probablement de ce qu'était cette physicalité-là, cette voix-là, et qui porte un texte magnifique, celui de Claudel, mis en scène par un grand metteur en scène qui est Antoine Vitesse. Voilà. Donc on atteint quelque chose de ça, et moi, ça m'émeut beaucoup, par exemple. Bon, alors, Fanny Tchaillet, est-ce qu'il faut connaître le test du Bechdel avant de venir voir votre pièce? Non, mais c'est important de savoir qu'il existe et on va vous expliquer ce que c'est dans la pièce. Parce que ça aussi, pour moi, c'était important de reconvoquer toutes ces archives, mais qu'elles soient reconvoquées de leur point de vue de jeunes actrices aujourd'hui. Et forcément, ils ont des questionnements de jeunes gens de 20 ans. Et monter des classiques aujourd'hui, voilà, c'est une question pour eux. Mais peut-être on peut dire deux mots aux personnes qui sont avec nous ce matin de ce que c'est le test du Bechdel. C'est donc un outil, mais vous me corrigez ou me complétez, qui permet de lire par le prisme du personnage féminin les textes dramatiques, qu'ils soient historiques ou contemporains, et que cet outil-là demande qu'il y ait au moins deux personnages féminins qui ont un nom et un prénom, et qu'ils aient un dialogue qui ne parle pas d'un homme. Ouais. Et donc dans les classiques, c'est pas facile à trouver. Enfin, on n'en a pas trouvé, nous. Donc on les cherche, mais peut-être à nous de les écrire. Voilà. Alors, dernière question avec vous, Fanny Tchaillet. La transmission est une thématique qui irrigue plusieurs projets présentés dans cette édition du Festival d'Avignon. Il y a quelques jours, nous discutions avec Mathilde Monnier autour du projet Transmission Impossible et de la relation maître-élève et son côté parfois un peu désuet aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est une chose que vous cherchez à abolir pour rendre la relation plus horizontale dans un transfert mutuel des savoirs? Je vous pose la question, non plus uniquement en lien avec ce projet, mais vous me voyez venir, parce que depuis janvier 2024, vous êtes aussi la directrice du Théâtre National de Bordeaux, à qui est adossée aussi une école. C'est un grand bonheur pour moi qu'il y ait une école dans ce théâtre, parce que je pense que je n'y serais pas allée si elle n'était pas là. Donc effectivement, mais alors c'est comme si la transmission pour moi ne pouvait pas être détachée de la création que je fabrique. Donc je suis d'autant plus heureuse d'avoir une école adossée à ce théâtre, parce que j'ai l'impression qu'ils sont là d'ailleurs. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont là de l'école de Bordeaux, voilà. Bordeaux présente ce matin. Parce que je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses dans ce théâtre grâce à l'école ou avec l'école. Avignon, une école, en tout cas, ce n'est pas une école, mais c'est un spectacle que vous présentez du 10 au 12 juillet au Cloître des Célestins à 21h et à 23h59. Il reste des places, ou en tout cas, s'il ne reste pas, il faudra faire la queue pour réactiver, revoir, revisiter l'histoire du Festival d'Avignon. Merci beaucoup, Fanny Tchaillet, d'avoir été avec nous ce matin. Et pour le plaisir, on va se remettre un petit messe pour le temps présent. Voilà, on se quitte là-dessus. Merci d'avoir été avec nous ce matin. La matinale est rediffusée sur l'Écho des Planches, sur les ondes 100.1 et sur le Festival d'Avignon. Vous retrouvez les captations. Bonne journée.